Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 12, c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme, comment vas-tu? Super, et toi Antoine? Écoute, je vais très bien et j'avais une question à te poser, est-ce que tu l'as vu hier? Dis donc. Plutôt quoi donc? Ben la lune, quoi, en tout cas, la fameuse éclipse de lune, celle que, ben non, qu'on n'a pas vue parce qu'on n'est pas dans le bon hémisphère et qu'il a fait jour pendant que... Elle s'est éclipsée pendant 6 heures. 97%. Donc on n'en parlera pas ce soir, parce qu'on n'a rien vu, tant pis. Mais c'était bien de le signaler, c'est vrai. Exactement. Par contre, toi, tu voulais revenir sur un sujet de la semaine dernière, mais qui a fait réagir immédiatement nos téléspectateurs, d'autant plus qu'on a eu en réalité l'info en même temps qu'on diffusait la vidéo. C'est le fameux canular de Rémi Gaillard. Oui, le super tic-tac que je vous ai présenté la semaine dernière, là, qui était apparu dans le ciel de Montpellier. Et oui, bah, on a eu l'info, comme tu dis, Antoine, quasiment en simultané lorsqu'on a diffusé Mimi. Et en fait, c'était un canular de Rémi Gaillard. Donc il y a eu ce démenti de sa part, hein. Et il a fait une petite vidéo qui dure 7 minutes sur YouTube. Alors ce qui est sympa, c'est que justement au début de cette vidéo, on voit justement le drone s'envoler avec cette fameuse lumière en forme de tic-tac dessous. Et bah, rappelle-toi Antoine, nous quand on en a parlé la semaine dernière, justement on se posait, enfin je posais la question par rapport à la vidéo des soi-disant témoins où on voyait ce tic-tac lumineux passer derrière les arbres, pivoter sur lui-même et repartir. Et j'avais dit, bah, c'est assez difficile de jauger la taille de l'OVNI, parce que soit il est très très haut dans le ciel, et à ce moment-là il est très gros, ou soit il est vraiment très près, et c'est un tout petit objet, quoi. Et on avait justement parlé de drone. Et tu m'avais même dit, oui, la manière dont il a l'air d'atterrir derrière les arbres à la fin de la vidéo, ça faisait vraiment penser à un tout petit objet style drone. Bah, c'était tout à fait le cas, hein, c'était bien ça, c'était un drone. Voilà. Alors comme tu dis, ça fait réagir beaucoup de personnes, ce canular de Rémi Gaillard, parce que bah, on va dire que ce type d'action va aller un côté positif et un côté négatif. Alors le côté négatif, c'est surtout là-dessus que beaucoup de personnes ont rebondi en disant ouais c'est nul de faire ce genre de canular parce que bah, ça va décrédibiliser le sujet OVNI. Et c'est vrai qu'on a très souvent eu dans l'histoire de l'ufologie des canulars qui ont décrédibilisé ce sujet, voire d'autres sujets. Hein. Je sais pas si tu te rappelles, par exemple, la vague belge qu'il y avait eu en 1998, où plusieurs témoins avaient aperçu un ovni de forme triangulaire avec trois grosses lumières aux trois coins et faire du stationnaire au-dessus de maison, se déplacer tout doucement, sans un bruit, etc. Il y a eu beaucoup de témoignages. Et puis bah il y a un jeune à cette époque qui avait dit que c'était lui qui avait fabriqué, enfin il était le responsable d'une des vidéos qui tournait là-dessus. Et en fait il avait expliqué qu'il avait fabriqué une espèce de petit ovni en balsa ou en polystyrène. Il l'avait pris en vidéo. Et bah tout de suite ça avait crédibilisé la vague belge parce que bah c'est resté dans la tête de beaucoup de personnes et ils se sont dit bon bah tout ça c'était un canular, hein, c'était un jeune qui s'amusait avec une espèce de drone, voilà. Où il y a aussi je Oui, sais il y a eu pas. beaucoup aussi de canulars sur les crop circles, Bah oui aussi voilà. de faux crop réalisés. Qui c'est qui avait été piégé Ouais, c'est là-dessus? ça, c'est bah, des bunkers qui avaient fait un faux crop en France il y a quelques temps de ça, et c'était Umberto Molinaro. Umberto, Euh, voilà. Notre ami Umberto, Molinaro qui avait été piégé là-dessus. voilà, Hmm. un expert je dirais, c'est un des experts en France sur les crop circles, et il avait été interviewé dans ce faux crop, et bon, lui, il expliquait les mystères des crop circles, mais tout de suite, ça avait décrédibilisé parce que quand les débunkers avaient dévoilé derrière la supercherie, voilà, tout le monde a dit, voyez, les crop circles, c'est n'importe quoi, donc voilà, c'est le côté négatif de ce genre de canular, c'est vrai. Hmm. Ceci dit, j'avais pas vu encore la vidéo De de, Rémi Camard de Rémi avec sa Gaillard. fausse soucoupe. Je suis mort de rire. Ouais, non, mais ouais, c'est vrai qu'il est bon, quoi. C'est pas mal.
Voilà. Ah oui, oui, 51. Eh oui, on va y aller. C'est ça. Bon, c'est le trublion, notre trublion, Rémi Gaillard. Bon, c'est vrai que c'est marrant, c'est marrant. Il a bien eu tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans le panneau. Mais je dirais, voilà, c'est le côté positif de ce genre de canular. Et nous, c'est un petit peu tout, toute l'attention qu'on essaie d'apporter aux infos qu'on vous présente. C'est faut pas plonger tête baissée dans n'importe quelle vidéo, n'importe quelle information. Faut toujours comme on dit, wait and see, prendre du recul, bien analyser les choses, aller toujours à la source. Voilà, qui a lancé la vidéo, d'où ça vient. Voilà, très souvent, moi, les vidéos d'OVNI où je vois des petits points lumineux très loin où on distingue quasiment rien, ou alors les trucs où c'est vraiment une belle secoupe, mais on voit jamais la fin, ça atterrit pas, enfin ça coupe. Toujours se méfier, voilà. Surtout maintenant avec les drones et aussi la. En réalité, c'est tellement facile de faire du fake et de faire du canular. Avec Jérôme, la connaissance qu'on a sur tous ces sujets, on serait capable demain de faire un canular sur n'importe quoi, que ce soit sur des loups-garous, sur des ovnis, sur des fantômes. Voilà, à partir du moment où vous connaissez le sujet, c'est vrai que c'est vraiment très simple de faire du montage comme ça. Et c'est difficile du coup de se fier à toutes ces vidéos parce que soit elles sont trop floues et puis du coup on n'y voit rien, donc voilà, soit elles sont super nettes mais c'est un super montage que font les étudiants dans les écoles de montage 3D, etc. Effets spéciaux, etc. Effets spéciaux, ouais. Donc voilà, ça reste très compliqué. Moi personnellement je préfère me fier aux témoignages de personnes qui ont vécu des rencontres, hein, quel que soit le deuxième, troisième, RR2, RR3, etc. Plutôt que sur des vidéos, mais bon, le jour où on aura effectivement une vraie vidéo, on sera tous intéressés. Peut-être si il y en avait une là qui était passée il n'y a pas très longtemps, ça avait été dévoilé, tu sais, par un ancien pilote américain. Justement sur ce fameux tic-tac, oui. Ouais, voilà, dans les airs, et là, bon, là, l'image paraissait beaucoup plus crédible. Alors, effectivement, je sais que sur cette action, Rémi Gaillard a été en partie très critiqué par une partie de notre communauté. L'autre partie a trouvé ça plutôt rigolo. Bon, voilà, faut voir dans quelle intention c'est fait. Rémi Gaillard, c'est un trublion. C'est pas pour faire mal. Non, c'est pas un débunker. Il a fait un bon petit canular et ça a bien marché. Il en était content. Voilà. Et comme je dis, voilà, il faut prendre le côté positif, négatif et puis prendre ça comme leçon, quoi. C'est comme les histoires aussi de drones, hein, qu'on avait eu au-dessus des centrales nucléaires pendant un moment en France. Hein. Il y avait eu effectivement des personnes qui s'étaient fait pincer. Ils avaient fait voler un drone au-dessus d'une centrale, mais je crois que c'était un mouvement genre Greenpeace, quelque chose comme ça, pour prouver que voilà, on pouvait envoyer un drone et pourquoi pas avec des charges explosives au-dessus d'une centrale. C'était pas assez protégé. Et du coup, ça a décrédibilisé aussi toutes les autres. Alors je dis les drovnis, on appelait ça les drovnis à l'époque, et les ovnis qui avaient été signalés au-dessus de centrales nucléaires sur toute la France, quoi. Ouais. En tout cas, voilà. Hein, comme à chaque fois, on rétablit la vérité dès qu'on a des informations contradictoires par rapport à ce qu'on a pu vous présenter. Puis bon, c'est ce qui fait aussi le cœur de cette émission. Hein. C'est une discussion de comptoir qu'on a avec Jérôme, finalement. Il ne manque plus que les cacahuètes et on a le café. C'est déjà ça. Voilà. Allez, on va passer au sujet suivant. Le sujet suivant, on voulait donner un petit coup de pouce, même si on n'a pas besoin, entre nous, hein, à Patrice Pouillard, parce que là, voilà, il a lancé son crowdfunding sur la fameuse grotte de Barabar. Et là, son crowdfunding se termine dans 10 jours. Alors, ça se passe pas sur Ulule, hein, parce que vous savez qu'Ulule censure la presse. Regardez le lien que je mettrai dans cette vidéo pour ceux qui ne comprennent pas la référence. Allez, je partage le crowdfunding de Patrice. Et puis, donc vous voyez, il a atteint son objectif. Hein, clairement, il souhaitait atteindre 30 000 €
pour pouvoir faire le tournage de ce nouveau film documentaire. Il en est à 33 000, mais comme il le dit très bien un peu plus bas, c'est que son budget idéal, ce serait plutôt 300 000 euros pour pouvoir faire tout ce qu'il a en tête. Donc, vous regarderez, hein, il y a des contributions à 20 euros, 50 euros, 30 euros, puis ça va même jusqu'à, vous donnez ce que vous voulez, hein, jusqu'à 500 voire 1000 euros. En 2 mots, Barabar, Jérôme, toi qui as pu interviewer Patrice sur Monde Mystérieux, exactement, qu'est-ce que c'est ces grottes étranges ? Et dans quel coin de la Terre ? Et dans quel coin de la planète ? C'est des grottes qui se situent en Inde, vraiment dans un endroit très reculé. Et elles ont été creusées dans des espèces de monticules, de petites collines. Alors c'est pas tout à fait du granit, je dirais une bêtise, mais c'est tout aussi dur que le granit. Hein. Et ces grottes sont vraiment très surprenantes parce que elles sont d'une réalisation mais incroyable. Alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont étudié 5 grottes et chaque grotte a, je dirais, une forme différente. Est très complexe, extrêmement complexe, parce que c'est fait avec des portions de cylindres, des portions de cercles, légèrement incurvées. Les parois sont pas à 90 degrés, mais à 89 degrés très précisément de chaque côté. Et elles ont été creusées, taillées, polymiroirs. Et alors, ce qui est super intéressant, c'est que Patrice justement avait présenté ces grottes dans BAM, et ils y étaient allés avec justement des scanners 3D, des scans 3D pour justement scanner toutes les grottes, ce qui avait jamais été fait en fait. Et donc ils ont donné toutes leurs données à une espèce de laboratoire d'analyse de ces scans qui leur ont ressorti justement toutes leurs études. Et c'est vraiment incroyable parce que grâce à ces scans 3D, on se rend compte vraiment de la perfection de ces grottes, mais c'est quelque chose je dirais, c'est incompréhensible parce que pour obtenir une telle perfection lorsque l'on creuse dans un gigantesque bloc, alors c'est pas du granit, faudrait que j'essaie de retrouver la roche exacte, mais en fait, lorsqu'on va tailler une roche, parce que parfois on retrouve sur des monuments mégalithiques des blocs qui composent des murs avec justement une complexité aussi, des formes légèrement courbées, plusieurs angles différents, mais c'est sculpté en fait, on vient dégrossir un bloc. Que là, on vient tailler dans un endroit, et la particularité, c'est que les entrées de ces grottes sont vraiment toutes petites. Donc après, pour dégrossir, tailler et arriver à une perfection au niveau de la taille et de la conception de ces cavités, on se demande comment ils ont fait, quels outils ils ont employés, non seulement pour creuser et sculpter, parce que je te dis, c'est un polymiroir, c'est parfait, on pourrait se voir dedans, hein, avec le reflet des projecteurs, on voit bien c'est comme un miroir. Hein. Mais c'est aussi pour calculer, pour pas les creuser trop profondément. Parce que s'il y a une paroi où à un moment tu te loupes et puis tu vas creuser ne serait-ce que 3 centimètres plus profond que la paroi d'en face, où tu voulais vraiment que ça soit d'égale distance, miroir parfait, faut tout reprendre, quoi. Et là, c'est parfait. Et on se demande comment ils ont fait pour réaliser ces grottes, quoi. Alors toujours, hein, comme beaucoup de sites sur la planète, il y a des inscriptions qui ont été, je dirais, rajoutées des siècles, pourquoi pas des millénaires derrière. On ne sait pas trop à quelle époque ça a été fait, mais on essaie de dater ces grottes par rapport à ces inscriptions, et on voit bien que c'est anachronique. Les inscriptions sont très mal faites, sont mal taillées, ça ne reflète pas la perfection du travail intérieur de ces grottes. Oui, de toute manière, on le voit bien là sur les images que j'ai mis en incrustation à l'écran. Aujourd'hui, on voudrait faire ce genre de... C'est toujours pareil, aujourd'hui, on voudrait faire ce genre de construction. Il faudrait des centaines d'ingénieurs avec du matériel de haute précision. C'est... Et puis un cahier des charges en amont avant de commencer le chantier. Faut avoir fait tous les plans, on sait exactement quelle forme aura la grotte. Est-ce qu'on sait à quoi ça sert en fait ? Alors là, c'est toute la grande question.
Alors, je sais que Patrice, justement, ils ont aussi réalisé des analyses sonores dans les grottes avec du matériel acoustique. Et je crois qu'ils commencent à avoir aussi les résultats de toutes ces analyses. Et ça a l'air très intéressant parce que c'est vrai que chaque grotte émet une fréquence bien précise par rapport à la sonorité. Et en plus, il y a certaines parties dans certaines parties de ces grottes, le son est complètement différent. Enfin, Patrice nous avait expliqué, il y a des moments, tu as l'impression d'être... Enfin, tu te déplaces de 50 centimètres, le son est beaucoup plus fort et tu te redéplaces et hop, le son est complètement étouffé. Par rapport à l'acoustique dans cette partie de la grotte, c'est... Donc oui, il y a une partie, il y a une utilisation derrière. Voilà. Alors, l'histoire officielle dit que c'était des abris pour la mousson, pour je sais plus, des moines ou je ne sais quoi. Enfin bon, voilà. Bon, de toute manière, je pense que Patrice, voilà, dans son film documentaire, il va expliquer tout ça de long, en large et en travers, et puis il va sûrement apporter des théories par rapport à ce sujet. Donc très clairement, on a hâte de voir le résultat. Donc si vous voulez participer à cette aventure, ne serait-ce que sur une petite somme, c'est pas grave, c'est l'ensemble de toutes nos sommes qui font que voilà, ça donne un beau projet. Donc allez sur l'adresse mise en référence dans la description de cette vidéo, et vous avez jusqu'à c'est dimanche 27 minuit, 23h59 je crois. Voilà. Eh bien, écoute, ce soir, je vais te laisser beaucoup la parole, Jérôme. Ouais, je vais être bavard ce soir. Ouais, c'est vrai que Barabar, c'était un sujet que je voulais vous présenter, mais pour le coup, Jérôme connaissait beaucoup mieux le sujet que moi pour avoir travaillé avec Patrice et avoir fait une vidéo avec lui là-dessus. Toi, tu voulais nous parler d'un autre sujet, on reste dans l'archéologie, c'est un mystérieux temple du soleil. C'est ça. Un nouveau temple solaire qui aurait été découvert en Égypte. J'ai vu passer cette information. Donc, alors c'est des archéologues qui ont réalisé des fouilles sur le site d'Abou Sir. Et en fait, ils avaient découvert d'abord les restes d'un temple solaire construit par Nusere Ini. Et en continuant leur recherche, en continuant de creuser le site, ils sont tombés sur les vestiges d'une base plus ancienne sous ce temple, et notamment la base d'un pilier en calcaire blanc qui laissait supposer que ce pilier était gigantesque. Donc voilà, tous les vestiges d'un ancien temple. Et selon le docteur Massimiliano Nuzzolo, un égyptologue, il aurait déclaré qu'au vu des excavations réalisées, il pense être tombé sur un des temples solaires perdus. Alors, faut savoir, Antoine, que selon les égyptologues, il y a 4500 ans de ça, il y aurait eu 6 temples solaires qui auraient été conçus par différents pharaons de l'époque, justement pour vouer un culte au dieu soleil, Ra ou Ré. Et donc, ce jour, on n'en aurait découvert que 2. Donc moi, j'ai eu la chance d'aller visiter justement sur le site d'Abou Sir, le temple solaire d'Abou Gourab, en 2017. Donc j'étais parti justement avec Patrice Pouillard et Éric Gontier et tout un groupe. On était parti en Égypte et on avait visité ce temple solaire. Alors moi, je voulais justement partager une petite information, parce que vous avez certainement vu, pour ceux qui ont vu LRDP aiguisé 2005, on parle justement de ce temple solaire d'Abou Gourab, parce que c'est le fameux site où on retrouve ces immenses cuves qui sont présentées comme des cuves sacrificielles. Donc ces cuves avec des formes extrêmement étranges. On a l'impression que c'est des espèces d'engrenages. Et puis, selon les égyptologues, pour eux, c'était des cuves sacrificielles dans lesquelles était versé le sang d'animaux justement sacrifiés au dieu Ra. Mais quand ça cloche pas trop, parce que quand on voit ces cuves de ses propres yeux, déjà on voit qu'il y a une espèce de trou pour soit vider ou remplir cette cuve, mais qui se situe à 20-30 centimètres au-dessus du fond de la cuve. Ce qui veut dire que si vous versez quelque chose dedans,
vous pouvez pas ensuite le vider par un siphon, un tuyau quelconque, je sais pas. Il faut obligatoirement vider complètement après la cuve, quoi. Bon, enfin moi je sais pas, quand j'ai vu ces cuves, ça collait pas du tout. Et en me baladant sur le site, hein, donc je t'ai mis quelques photos que j'avais fait en me baladant sur le site, sur le côté justement du reste de la base. Alors c'est pas une pyramide, hein, c'était tout est en ruine, mais on imagine un gigantesque obélisque. Et sur le côté de cette base, justement, j'avais retrouvé d'autres cuves. Alors, elles n'étaient pas sculptées comme ces cuves qui sont devant avec cette forme d'engrenage, hein. Là, c'était des cuves beaucoup plus simples. Mais je voulais voir sur les photos que j'avais prises à l'époque. Sur le côté de la cuve, on devine justement des espèces de canaux, de gouttières creusées pour aller remplir cette cuve. Et une photo de l'intérieur de cette cuve, vous allez voir, il y a justement deux trous et un trou un peu plus haut. Et donc, au vu de ces canaux creusés derrière, moi, tu connais un petit peu ma théorie sur l'utilisation de l'eau sur beaucoup de sites sacrés à travers la planète. Et pour moi, il y avait justement ces cuves étaient là pour servir de réceptacle pour contenir de l'eau. Pour après l'utilisation, ça c'est autre chose. Bon, pour moi, il y avait une utilisation énergétique avec l'eau derrière tout ça. Mais voilà, pour moi, les cuves sacrificielles de ce site, de ce temple solaire, servaient à recueillir de l'eau. Voilà. Ok, bon, en tout cas, ça me permet encore une fois, Jérôme, de faire une transition toute trouvée avec le numéro 8 de Génération Cité d'Or et l'article d'Evelyne Bijaille, de l'association, présidente de l'association sur les Padipati, qui nous a fait un article dans le cadre des civilisations mystérieuses et civilisations disparues, un article donc sur la civilisation Shan Shan, une mystérieuse civilisation qui a complètement disparu et qui a vu le jour, c'était au Pérou. Voilà, donc vous en saurez un peu plus en précommandant ce numéro 8. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour pouvoir profiter des offres de précommande. Après, vous pourrez le commander normalement, ce numéro 8. En tout cas, il sortira mi-décembre dans vos boîtes aux lettres. Et tout ça, ça se fait sur le site Génération Cité d'Or. Encore une fois, vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Bon, bien Jérôme, pour finir cette émission, moi je voulais te parler d'un sujet un petit peu particulier. Tu vois déjà mon sourire. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, ce sujet, parce que... C'est le magazine de l'insolite, hein, vas-y. Hein. C'est ça, là pour le coup ça va être insolite, et, voire même plus. Mais ça m'a tellement interpellé, je me suis dit, voilà, il faut que je t'en parle, Jérôme. Parce que je crois que je suis vraiment d'une vieille école, d'une époque où les choses se passaient pas comme ça. En fait, tout est parti de cette vidéo de Thomas Pesquet. Alors, elle date un peu cette vidéo, elle est du 30 avril, et tu vois, il flotte un truc quand même assez bizarre. C'est-à-dire Thomas Pesquet. Bon, je me suis demandé, honnêtement, hein, si c'était un fake ou pas un fake. C'est tellement énorme. Alors, selon moi, c'est un fake, hein, parce que quand tu analyses bien la vidéo, remets-la, lorsqu'il retire la poupée gonflable, elle rétrécit carrément. C'est pas du tout raccord avec la taille. Je sais pas. Il y a un truc dans l'image qui, pour moi, c'est un montage. Oui, t'as raison. C'est clairement en fait un youtubeur qui s'appelle Otu là qu'on voit derrière, Thomas Pesquet, qui voulait se moquer de lui, parce que il se la jouait un peu à la Charlie Chaplin dans Le Dictateur avec son globe terrestre qui flotte comme ça dans l'ISS. Et en cherchant du coup sur ces poupées gonflables, les Doll Toys, je crois que ça s'appelle, je suis tombé sur un article, mais alors ce qui m'a fait halluciner. Le top 5 des robots sexuels les plus évolués en 2021. Eh ben, je peux dire qu'on en est loin de la poupée gonflable de Thomas Pesquet. Ils ont fait des évolutions, honnêtement, vous allez halluciner. Hein. Si le sujet vous le connaissez pas,
vous allez complètement halluciner. Donc là, effectivement, bon, quand on voit la demoiselle, elle fait quand même très 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 réaliste, hein. On est dans du plastique, mais c'est plus la même catégorie. Et donc ces sex dolls, ils les ont robotisés, ils leur ont mis une intelligence artificielle. Et donc ils ont fait, ce site-là a fait le top 5 de ces sex dolls. Donc il y a Roxy. Alors Roxy, elle fait partie des premières, visiblement, des premiers robots sexuels à avoir été créés pour ce genre d'usage. Et donc ça a été créé par la société True Companion. Et l'intérêt de ce robot, c'est qu'il a la faculté de parler, de réagir au toucher et de simuler l'orgasme féminin. Donc de mettre un peu d'interaction dans l'échange entre le monsieur en général et sa poupée. Mais ils vont plus loin. Il y a Samantha. Alors Samantha, c'est un ingénieur espagnol qui a créé Samantha, qui a passé à peu près 15 ans à créer sa poupée. Alors elle fait plus poupée Barbie, moi je trouve, celle-ci. Et lui, il a voulu créer un robot qui a besoin d'être romancé. Donc elle est peut-être moins réaliste, c'est ce que dit l'article, que les autres poupées, mais elle embarque une technologie d'intelligence artificielle très avancée, et en plus elle dispose d'emplacements de carte SD qui permet de changer la personnalité de cette poupée. Donc on peut la faire passer du mode famille, mère de 8 enfants, à mode sexy. Voilà, donc ça c'est Samantha. Et plus on avance, vous allez voir, je vous en montre encore 3. Là on arrive sur Harmony. Alors Harmony, elle commence vraiment à être aussi dans l'hyper-réaliste. C'est la société Abyss Création qui a créé Harmony. Et ce robot sexuel embarque un chatbot IA qui lui permet carrément d'engager une discussion, de se déplacer, de se souvenir des envies de son utilisateur. Et cette gamme de robots, elle est même capable de se sociabiliser, donc d'en faire, en plus d'un robot sexuel, un robot de compagnie pour accompagner les personnes dans leur journée. Il y a eu plusieurs films d'ailleurs comme ça, hein. Il y a eu IA avec, comment il s'appelle, le prince de Bel-Air? Will Smith. Avec Will Smith, c'est ça, hein, qui perdait son fils et, voilà, qui avait recréé un robot pour ressembler à son fils. Bon, voilà. Il y a eu beaucoup de films qui parlaient de ces robots androïdes très réalistes, humanisés. Ouais. Love Dolls. Alors là, c'est plus pour ressembler à des personnages de hentai, vous savez, ces mangas japonais qui sont un peu grivois et qui, en plus, auraient la possibilité, offriraient le service à leurs clients, vous allez voir tout à l'heure, je vous montrerai exactement, de créer leur propre modèle. C'est-à-dire carrément, je veux une poitrine géante, je veux qu'elle ait une queue de renard, une peau bleue. Tu la commandes sur mesure, quoi. Ouais. Tu la commandes sur mesure, voilà, pour reproduire tous tes fantasmes les plus extravagants. Ouais, pour ceux qui ont vu Avatar et qui veulent être avec une... Alors je sais plus comment s'appellent ces habitants d'Avatar. Je ne me rappelle plus non plus. Voilà. Bon, et puis comme il en faut effectivement aussi pour tous les goûts, pour ces dames, hein, parce que c'est vrai qu'on focalise sur le fait que les poupées sont plus pour les hommes, mais ça peut aussi servir pour les femmes. Mais ils ont créé des robots sexuels masculins qui peuvent servir à tout le monde, bien sûr, et qui, contrairement à des sextoys, ne se limite pas à des fonctions sexuelles. Il aurait la faculté d'interagir et de discuter sur plusieurs sujets. Alors de là à faire de la philosophie avec un robot sexuel, j'y crois pas trop. Mais voilà, honnêtement c'est pareil, il est hyper réaliste, quoi. Alors, bon, alors je me suis quand même posé la question, mais combien ça coûte ces trucs-là? Donc du coup j'ai farfouillé un peu. Alors s'il y a des enfants devant la vidéo, allez vous coucher, parce que là il va y avoir des images un peu plus hot. Avoue-le nous, Antoine, tu voulais t'en acheter une. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Ou le jour où je serai vieux et seul, mais... Ouais. Ceci dit, est-ce que ça a une vraie utilité? C'est une question que je voulais te poser à la fin, on en reparlera. Est-ce que ça a une utilité ou est-ce que ça ne fait que mettre en valeur la dépravation humaine? J'en sais rien.
je te reposerai la question tout à l'heure. Donc là, tu vois, on voit tous ces modèles qui sont très, très japonisants. Et donc, du coup, j'ai repéré celle-ci, poupée et robot sexuel de la marque SE Doll, pour savoir combien ça coûte. Et donc, c'est celle-ci, en fait, qu'on peut personnaliser, tu vois. D'accord, la couleur que tu veux, toutes les ouais, couleurs, pourquoi pas. toutes les formes, etc. Donc, on arrive... ça reste un robot, hein, donc on n'est plus sur du plastique gonflable, donc il y a vraiment des fonctions robotisées. Et les prix, ben voilà, 1500 $, 1600 $, 1800 $. Bon, on arrive finalement sur des prix. Je m'attendais à plus cher. Je m'attendais à plus moi cher. aussi. Très honnêtement, moi aussi, je pensais qu'on allait avoisiner plutôt le prix d'une petite voiture. C'est ça. Voilà. Bon, donc très, très surprenant, et donc la question que je voulais te poser, voilà, c'est finalement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que là aussi, ça va avoir une vraie fonction d'avenir? Est-ce que c'est de la perversion? Est-ce que... Voilà, comment est-ce que toi tu vois les choses? Déjà, je préfère voir ces jolies poupées que Terminator, Sarah Connor. Au moins, voilà. Mais après, oui, ouais, c'est comme tout le premier sujet qu'on a abordé. Hein, faut voir, voilà, il y aura du côté négatif et positif. Hein, côté positif, bon, c'est que celui qui a les moyens, hein, et puis s'il veut assouvir ses fantasmes, bon, il fera ça tout seul avec sa poupée et puis il fera de mal à personne. Hein, ça peut éviter à des gens d'avoir des pulsions déplacées, on va dire. Et donc pourquoi pas le côté positif de ce côté-là. Après, c'est vrai que le côté négatif, bon, c'est... Enfin, je voyais dans ce que tu faisais défiler, à un moment, il y en avait une qui m'avait l'air très très jeune quand même, quoi. Donc... Ça, c'est le côté... Oui, c'est le côté japonais où ils sont dans le fantasme des lycéennes, étudiantes, tout à fait. Ça, voilà. Mais... est-ce que vaut mieux que les fantasmes soient assouvis avec quelque chose de robotisé plutôt que d'aller violer des jeunes filles en les droguant dans les bars, etc. C'est ça. Ceci dit, en faisant mes recherches aussi, j'ai vu qu'il y avait une pétition contre ces poupées parce que elles inciteraient au viol de la poupée. Viol de la poupée. À la base, elle est Oui, faite. parce qu'en fait, comme il y a des fonctions dans certaines des poupées qui sont des fonctions pour d'approche, donc il y en a certaines qui refusent un peu, c'est un peu bizarre hein, quand même, hein, qui refusent que son partenaire humain l'approche, donc du coup ça pourrait entraîner à des scènes de viol de la poupée. Et donc il y a eu des associations qui ont... Parce qu'il y a déjà eu des poupées qui ont porté plainte pour viol. Sûrement. La poupée de DSK, sûrement, je pense. Bon, voilà. Écoutez, je pensais pas un jour faire un sujet là-dessus, et puis, voilà, ça change. Oui, c'est ça. Toujours plus fou, cette émission. En tout cas, Jérôme, merci voilà, pour merci à toi aussi, Antoine. Et puis on se dit rendez-vous samedi prochain pour Mimi numéro 13. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, on vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à être à ce rendez-vous, que ce soit dans les avant-premières le samedi soir à 21h. Et puis après, là, maintenant, toutes les vidéos dépassent facilement les 2000 vues. Donc objectif 3000 vues. Voilà, en début d'année prochaine, on sera super content. C'est ça. Allez, ciao, ciao, portez-vous bien. Bonne soirée tout le monde. Ciao.